Christophe, c'est pas un expansif, non. Et c'est un introverti total. Quelqu'un de très cultivé, passionné d'histoire, d'architecture. Son plus grand malheur dans sa vie, c'est de ne pas trouver l'amour. De ne pas avoir rencontré la personne avec qui fonder la famille dont il rêve tant. Elle est grande, elle a un immense sourire, elle est radieuse, c'est une très belle femme. Il y a une espèce de coup de foudre qui se crée et Christophe Sion est absorbé par cette jeune femme. Et un mois plus tard, il m'annonce qu'il va être papa. Et là, il est fou de joie. Christophe Sion, il n'a pas le profil du fugueur, de l'aventurier qui va tout laisser tomber. S'il était parti, il aurait quand même répondu au texto, il aurait quand même appelé. Et alors, les policiers ont constaté que Christophe n'a pas quitté le pays. On l'a interrogée à ce sujet et elle a commencé à nous donner des précisions. Pendant la perquisition, on a découvert dans un placard de la cuisine une carte SIM que visiblement Dina voulait dissimuler. Notre pire crainte, c'est Christina. Depuis le début, notre première pensée a été « mais Christina ». Je parle avec émotion parce que ça fait vraiment mal. C'est pas normal. On n'a pas le droit de faire ça. Je sais que Christophe, là où il est, doit hurler de désespoir. Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires français installé en Russie depuis des années et qui disparaît du jour au lendemain en août 2013. Pourtant, Christophe avait tout pour être heureux. Une carrière au sommet, une belle épouse russe et surtout une adorable fillette dont il était très fier. Alors que s'est-il passé? A-t-il été enlevé? A-t-il lui-même organisé sa disparition? Le mystère est total et l'enquête s'enlise. Mais en France, sa famille ne lâche pas l'affaire et elle met la pression sur les policiers de Saint-Pétersbourg. Les enquêteurs vont alors tout reprendre à zéro et s'intéresser notamment à Dina, la jeune et jolie veuve. Et ce qu'ils vont découvrir ne va pas les rassurer. L'affaire Christophe Sion, un document inédit de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Saint-Pétersbourg, en Russie, automne 2014. Des policiers dirigés par une femme officier perquisitionnent un appartement du centre-ville. En entrant, ils découvrent de nombreuses traces de sang sur le sol. Les enquêteurs sont inquiets, car le propriétaire des lieux, un riche expatrié français, s'est mystérieusement volatilisé voilà plusieurs mois. Alors, assassinat ou kidnapping avec demande de rançon? La policière russe et ses hommes sont loin de s'en douter. Mais cette découverte va les conduire au cœur d'une machination criminelle aux ingrédients hors du commun. Tout commence en France, à Paris, au début des années 2000. C'est ici, dans le 16e arrondissement, que vit Christophe Sion. Cet homme d'affaires, âgé d'une quarantaine d'années, est célibataire. Christophe Sion, c'est un type assez banal, on ne le remarque pas forcément. Il est d'ailleurs plutôt discret, timide. Un vieux garçon, alors je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais en tout cas, il n'a pas de compagne attitrée. Christophe Sion vit seul. Mais au plan familial, il peut compter sur l'amour inconditionnel de Barbara, sa sœur aînée. Entre eux, une complicité qui remonte à l'enfance. On a grandi ensemble. Christophe et moi, on jouait beaucoup ensemble, on s'entendait très bien. Une chose qui nous a encore davantage rapprochés, malheureusement, c'est le décès de ma maman. Et ça a été quelque chose de dramatique pour toute la famille, parce que maman était vraiment l'âme du foyer.
Unis dans leur peine, le frère et la sœur passent beaucoup de temps ensemble. Mais Christophe est aussi très proche de Pierre, le mari de Barbara. Christophe, c'est pas un expansif, non. C'est un introverti total. Quelqu'un de très cultivé, passionné d'histoire, d'architecture, et il a d'ailleurs énormément d'échanges avec mon mari Pierre. Nous avions avec Christophe des discussions assez intellectuelles, littéraires, artistiques. Christophe et Barbara sont issus d'une riche famille du nord de la France. À la mort de leurs parents dans les années 80, Christophe se charge de la gestion de leur patrimoine. C'est lui qui prend tout sur ses épaules. C'est lui, notamment pour moi, qui s'occupe du côté financier. Et il va gérer aussi notre héritage familial. Et il a la tête d'une certaine fortune personnelle. Il gère la fortune d'autres, mais il a également lui-même des revenus très conséquents et une grosse surface financière. Une situation financière très confortable, une passion pour les arts et pour la culture, une sœur très présente, Christophe mène une existence paisible. Seule ombre au tableau, sa vie sentimentale. Le désir fondamental de Christophe, c'était de se marier, et c'était vraiment son désir le plus cher. Son plus grand malheur dans sa vie, c'est de ne pas trouver l'amour, de ne pas avoir rencontré la personne avec qui fonder la famille dont il rêve tant. Le fait qu'il travaille chez lui a certainement accentué son côté solitaire parce qu'il du coup il ne voit personne, il est devant son ordinateur toute la journée. Une vie de rentier qui permet à cet éternel célibataire de voyager partout dans le monde. Jusqu'en 2007, où il découvre un endroit pas tout à fait comme les autres. Saint-Pétersbourg, en Russie. Saint-Pétersbourg, ville d'histoire, patrimoine architectural très riche, patrimoine artistique, le musée de l'Ermitage qui est un des plus beaux musées au monde. C'est vraiment une ville de culture très très forte. Il avait une passion pour les villes avec une très belle architecture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé à Saint-Pétersbourg. Pour lui, c'était une ville, une des plus belles villes qu'il ait visitées. Christophe, qui aimait beaucoup l'histoire, ne pouvait pas ne pas être épris de Saint-Pétersbourg, où chaque brique raconte une histoire. Christophe prend alors une décision radicale. Il partagera désormais son temps entre Paris et la cité impériale russe. À ce stade, le riche homme d'affaires ne le sait pas encore, mais son irrésistible attrait pour Saint-Pétersbourg va bientôt sceller son destin. En 2008, Christophe Sion a 45 ans. Il commence à se dire que le temps passe, qu'il n'a toujours pas fondé sa famille. Il n'a toujours pas rencontré de femme. Christophe Sion, comme ma foi beaucoup de personnes, va s'attacher les services d'une agence matrimoniale de manière à rencontrer une compagne. Un jour, Christophe reçoit un coup de téléphone de cette agence matrimoniale qui lui dit avoir trouvé la perle rare et organise un rendez-vous entre Christophe et une jeune femme. La rencontre a lieu dans un café, en plein cœur de Saint-Pétersbourg. C'est là que Christophe rencontre pour la première fois Dina Sissoeva. Elle a tout juste 35 ans. Dina Sissoeva, c'est un peu l'archétype de la beauté slave. Elle est très avenante, elle est jolie. Elle a pour elle d'être très très belle. Elle est grande, elle a un immense sourire, elle est radieuse, c'est une très belle femme. Dina vient de Khabarovsk, dans l'extrême-orient russe. Une région très reculée de Russie qu'elle n'a pas tardé à quitter pour s'installer à Saint-Pétersbourg. Issue d'un milieu très modeste, Dina n'a pas ménagé ses efforts pour sortir de sa condition. Elle a suivi des études avant de travailler dans la publicité. Elle a également voyagé aux États-Unis et elle parle très bien l'anglais.
Christophe tombe aussitôt amoureux. Il y a une espèce de coup de foudre qui se crée et Christophe Sion est ma foi absorbé par cette jeune femme. Elle aussi est sous le charme, elle aussi lui dit que c'est incroyable, que c'est un coup de foudre. Ils sont là, l'un en face de l'autre, avec un coup de cœur qui est réciproque. Et immédiatement, Christophe appelle sa sœur Barbara pour lui dire « J'ai rencontré quelqu'un, tu ne vas pas me croire, elle est sublime, elle est belle, elle est intelligente, il faut que je te la présente. » Fini son quotidien de vieux garçon célibataire. Dès lors, pour Christophe Sion, les choses s'accélèrent d'un seul coup. Il m'annonce au téléphone qu'il va se marier. Donc, je suis surprise, mais il est très secret, c'est comme ça. Et un mois plus tard, il m'annonce qu'il va être papa. Et là, il est fou de joie. C'est le fondamental pour lui, donc voilà. Même si tout cela lui semble un peu rapide, Barbara partage l'enthousiasme de son frère. Fonder une famille, c'est précisément ce qui manquait le plus à Christophe. Christina, sa fille, voit le jour en 2009, à Saint-Pétersbourg. Tout naturellement, Christophe demande à Barbara de devenir sa marraine. En Russie, elle fait la connaissance de Dina et se prend aussitôt d'affection pour la petite Christina. Elle est pleine de vie, elle s'intéresse à tout. C'était toujours pourquoi. Bon, c'est un âge, on demande toujours pourquoi. Mais elle s'intéressait à beaucoup de choses, elle aimait beaucoup les livres. Papa et maman. Christina, c'est une petite fille très joyeuse, très vivante. Christophe est extrêmement fier de sa fille. Regarde, papa. Je regarde. C'est un magnifique dessin. C'est un magnifique. Un autre feuille. Une autre feuille, tiens. Voilà. Voir sa fille grandir et vivre auprès de la femme qu'il aime. Ah oui, il est tombé le chapeau. À presque 50 ans, Christophe ne s'imaginait pas connaître un jour un tel bonheur. Christophe avait beaucoup d'argent, ce qui a changé la vie de Dina. Il a acheté un appartement dans le centre de Saint-Pétersbourg et ils ont emménagé ensemble. Ils ont une petite fille adorable, ils sont amoureux. À ce moment-là, tout va dans le meilleur des mondes. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de cette petite famille franco-russe. Jusqu'à ce fameux été 2013 où tout bascule brutalement. Au milieu du mois d'août, Barbara appelle son frère depuis la France pour prendre de ses nouvelles. Alors, ce qui va surprendre Barbara, c'est qu'alors qu'elle a des conversations quasiment hebdomadaires avec son frère, à partir de cette conversation du mois d'août, il n'y en a plus. Elle ne parvient plus à le joindre. Ça ne répond pas, j'essaye, je laisse des mails, bon, 17, 20 août, bon, il peut être... Voilà. Et par contre, le 30 août, là, je commence vraiment à m'inquiéter parce que ça fait plus de 13 jours que je ne l'ai pas eu. Presque 2 semaines sans donner de nouvelles, voilà qui ne lui ressemble guère. À Paris, sa sœur et son beau-frère s'interrogent. Pourquoi Christophe ne les rappelle-t-il pas? Christophe Sion, il n'a pas le profil du fugueur, de l'aventurier qui va tout laisser tomber. Il a enfin fondé un couple et une famille. Il est fou amoureux de sa petite fille. Ça colle pas. C'est pour ça que l'inquiétude de sa sœur et de son beau-frère est grandissante à ce moment-là. S'il était parti, il aurait quand même répondu au texto, il aurait quand même appelé. Il y a 1000 moyens de communication. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Les jours passent et toujours aucun signe de lui. Barbara est d'autant plus inquiète que Dina, elle non plus, ne répond pas. Leur serait-il arrivé quelque chose? Aurait-il pu être victime d'un enlèvement?
voilà, Christophe serait la victime parfaite pour des malfaiteurs, pour la mafia russe, avec une demande de rançon. Il faut imaginer la détresse de Barbara et Pierre en France. On imagine le pire. On s'imagine en effet qu'ils ont été peut-être tous enlevés. C'est une possibilité. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires de cette nature en Russie. Barbara est folle d'angoisse. Mais 3 semaines plus tard, le 8 septembre 2013, c'est la surprise. Alors qu'elle essaie toujours de joindre son frère, Dina finit par répondre à un appel vidéo. Barbara et Pierre décident à tout hasard d'enregistrer ces images. Les premières images que nous voyons sur Skype, c'est un ouf de soulagement. Christina est là, elle est vivante. La première des choses, nous voyons que Christina vit et que c'est bien elle. Bonjour. Bonjour Christina. Ah, bonjour. Christina. C'est Christina. C'est qui? C'est Barbara. Christina, tu me dis bonjour? Tu dis bonjour. Alors là, ils vont déjà être extrêmement soulagés parce que bon, ouais, ils s'inquiètent pour Christophe, mais ils s'inquiétaient aussi pour Christina. Donc la petite va bien, elle est en pleine forme. Soulagé, Pierre demande alors à Dina où se trouve Christophe. Je vous pose cette question car nous sommes très anxieux. Nous n'avons pas de message, pas un seul coup de fil, rien du tout. Pas de mail, rien du tout. Et la réponse de Dina ne les rassure pas vraiment. Christophe serait parti au Luxembourg, dit-elle, afin de régler des affaires urgentes. Mais elle n'en sait pas davantage. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il a dû partir si rapidement. Je n'ai pas d'autres informations. Rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Barbara et Pierre, sont intrigués par ce départ à Luxembourg parce que Christophe parle beaucoup à sa sœur, il n'en a pas parlé. En plus, il est en Europe, il aurait dû prendre contact avec eux. La conversation vidéo avec Dina se termine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces explications renforcent un peu plus l'inquiétude de Barbara et de Pierre. Car même Dina ignore la raison précise de ce voyage. Voilà qui ne lui ressemble pas du tout. Et c'est aussi pour ça que nous savions, par le fait que Christophe ne voulait absolument pas abandonner sa fille, c'était impossible, sauf si on l'en avait empêché. Du coup, on essaye d'appeler le consulat de Saint-Pétersbourg. Là, on n'a aucune aide. Depuis Paris, Barbara et Pierre ne baissent pas les bras. Presque un mois s'est écoulé sans la moindre nouvelle de Christophe. Serait-il encore au Luxembourg? Ils doivent en avoir le cœur net. Donc, on trouve sur le site du consulat une avocate, Maître Sologub, qui a l'avantage de parler français et qui est spécialisée en droit de la famille. Donc, on contacte. Barbara et Pierre sont vraiment très inquiets. Ils ne s'arrêteront pas à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité, même la plus dure et difficile pour eux. Maître Sologub contacte les autorités, la police russe. Christophe est un riche homme d'affaires français. Les autorités prennent donc ce dossier très au sérieux. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Une patrouille de police locale est même envoyée au domicile du couple, situé dans un quartier huppé de la ville. La première personne que la police a interrogée, c'est bien sûr l'épouse, Dina Sissoeva.
Dina leur a dit que Christophe était parti au Luxembourg. Mais elle n'a donné aucun détail. Les enquêteurs russes la croient sur parole. Un résident étranger, comme Christophe Sion, a en effet toutes les raisons de se rendre pour affaires au Luxembourg. Dina, quand elle a été interrogée par la police, elle avait dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant à son avis. Il n'y a rien, enfin, il n'y a pas matière à investiguer quoi que ce soit pour les policiers. Cette version paraît totalement crédible. En tout cas, aucune autre vérification n'est effectuée à ce stade. Et pendant de longs mois, le dossier Christophe Sion fait du surplace. Depuis la France, Barbara, la sœur du disparu, et son mari ne tiennent plus en place. Ils demandent à leur avocate russe de maintenir la pression sur la police locale. Mais que se passe-t-il? Tantôt on lui dit qu'on a perdu le dossier, tantôt que l'inspecteur n'est pas là, tantôt qu'ils n'ont pas pu faire... Enfin bref, ça dure, ça dure. Pour Barbara et Pierre, ces mois qui passent sans nouvelles sont assez insoutenables. C'est le supplice et on sait en plus qu'il faut agir très rapidement parce que plus vous attendez, plus les traces disparaissent. Alors, où se trouve Christophe Sion? Que dissimule la disparition brutale de cet homme d'affaires si fortuné? En juillet 2014, après un an d'incertitude, première lueur d'espoir pour la famille. L'affaire est enfin confiée à la police judiciaire russe. Dans le commissariat de Saint-Pétersbourg, le dossier de Christophe Sion arrive sur un bureau, et pas sur le bureau de n'importe qui, il arrive sur le bureau d'une jeune policière d'une trentaine d'années, Irina Kolspinskaya, qui est un petit peu la tête pensante de ce commissariat, la première fliquette à la brigade criminelle. Quand j'ai repris ce dossier, l'enquête était en cours et Dina Sissoeva avait déjà été interrogée. Malgré son jeune âge, Irina Kolspinskaya est une enquêtrice aguerrie. Elle reprend tout le dossier à zéro. Première interrogation pour elle, ce voyage au Luxembourg évoqué par Dina, l'épouse de Christophe Sion. Comme elle a déclaré qu'il avait quitté le pays, on a cherché à vérifier s'il avait effectivement quitté la Russie. Et alors, les policiers ont constaté que Christophe n'a pas quitté le pays. Il n'a pas acheté de billet d'avion, il n'a pas traversé la frontière. Pour la femme policier, aucun doute possible. Christophe se trouve toujours sur le territoire russe. Alors que s'est-il passé? A-t-il été kidnappé par la mafia, comme sa sœur l'imaginait? Quand on apprend que Christophe n'est jamais sorti de Russie, qu'on n'a pas de nouvelles, on pense qu'il y aura peut-être une demande de rançon. Il y a déjà eu des cas d'enlèvement en Russie, d'hommes d'affaires. Barbara, la sœur de Christophe, en fait, pense à un enlèvement crapuleux. Christophe Sion est-il, oui ou non, séquestré quelque part en Russie? À Paris, Pierre et Barbara retiennent leur souffle. Pourtant, ils sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Car, à Saint-Pétersbourg, l'enquête connaît enfin un coup d'accélérateur. En interrogeant discrètement les voisins du couple Sion, la police russe fait une autre découverte inattendue. Avant sa disparition, Christophe n'habitait plus avec sa femme et sa fille. Christophe avait été en quelque sorte expulsé du domicile conjugal. Il avait donc acquis un autre appartement.
non loin du premier pour rester en contact avec Christina et continuer à voir sa fille. D'après le témoignage des voisins, Christophe rendait visite à sa fille tous les jours. Ils faisaient des balades ensemble et ça faisait plaisir à voir, car il était évident qu'il aimait beaucoup sa fille. Pourquoi Dina avait-elle chassé son mari de son propre foyer? En poursuivant ses investigations, Irina Kolspinskaya comprend vite la raison de cette séparation forcée. Vu la façon dont elle se comportait avec son mari, on l'a soupçonnée d'avoir un autre homme dans sa vie. En interrogeant les copines de Dina, les policiers russes s'aperçoivent également que Dina avait un amant. Là, ils tombent des nues. Alors un certain Olivier. Un amant français lui aussi. Les policiers russes n'en reviennent pas. Dina l'aurait rencontré à la même époque que Christophe. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent qu'Olivier lui a été présenté par la même agence matrimoniale. Comme Christophe, il partage sa vie entre la France et la Russie. Mais la comparaison s'arrête là. L'amant de Dina, lui, n'a rien d'un homme discret et réservé. Olivier, c'est tout l'inverse de Christophe. C'est le playboy, le tombeur de ces dames. C'est le mec de la Côte d'Azur qui plaît vraiment à la gente féminine. Une relation adultère qui dure depuis des années. Depuis sa rencontre avec Christophe. Donc au moment où Dina rencontre Olivier et Christophe, elle est séduite par le charme d'Olivier et par le patrimoine de Christophe. Et elle s'est dit, même si je ne l'aime pas, même si je le trouve pas très charmant, même si je préfère Olivier, je vais faire un effort. Ainsi, Dina menait une véritable double vie. Pour les policiers russes, voilà qui change tout. Et si la découverte de cet amant constituait le tournant de cette enquête? Pour Pierre et Barbara, ces révélations ont l'effet d'une douche froide. Cet homme aurait-il quelque chose à voir avec la disparition de Christophe? On ne peut pas nier qu'un amant qui est là depuis plus de 7 ans maintenant n'ait aucun rôle, même passif, dans cette affaire. L'amant est toujours là, puisque Dina lui passe de nombreux coups de fil. Eh bien, oui, ça me pose question, mais c'est comme ça, et il faut attendre la suite, patienter. Dès lors, les enquêteurs russes concentrent toute leur attention sur la fortune de Christophe Sion. Et leurs efforts finissent par payer. C'est bizarre que quelqu'un d'aussi riche disparaisse ainsi. C'est la raison pour laquelle on a vérifié ses comptes en banque en Russie. Et nous avons immédiatement constaté que le jour de sa disparition, une forte somme d'argent avait été transférée. Les enquêteurs ont interrogé la banque pour savoir qui effectuait ces transferts. On leur a répondu qu'en l'absence de Christophe, Dina avait une procuration. Est-ce vraiment Christophe qui avait signé cette procuration? Irina Kolspinskaya, l'officier de police, doit le vérifier. Elle fait expertiser le fameux document présenté à la banque par la femme du disparu. Immédiatement, elle compare les signatures et elle constate que ce n'est très probablement pas lui qui a signé, puisque la signature n'est pas exactement la même. On découvre qu'elle a fait ça grâce à une procuration falsifiée. Elle a récupéré au moins 100 000 €, voire plus.
Pour la police russe, c'est désormais une certitude. Dina a bien détourné l'argent du foyer. Se serait-elle en plus débarrassée de son mari pour vivre son histoire avec son amant? On se rend compte qu'elle a commis déjà quelque chose d'illégal et donc potentiellement, l'étau se resserre sur elle. À ce moment-là, la policière comprend qu'il s'est passé quelque chose et que Dina a joué un rôle dans la disparition de Christophe. À Paris, Barbara, la sœur de Christophe, et son mari sont tenus au courant des avancées de l'enquête. Pourtant, ils décident de faire comme si de rien n'était, afin de ne pas alerter Dina. Et ils continuent de communiquer avec elle par vidéo pour avoir des nouvelles de leur nièce. Sur le moment, nous savons que nous parlons à une menteuse. Nous savons que Dina nous ment. Et nous savons que des choses se sont passées. Par contre, nous, on a un point qui est fondamental. On ne veut absolument pas lui montrer qu'on ne la croit pas, parce qu'on sait sinon qu'on perd tout contact avec Christina. Notre pire crainte, c'est Christina. Depuis le début, notre première pensée a été « mais Christina ». Saint-Pétersbourg, automne 2014. Plus d'1 an s'est écoulé depuis la disparition inexpliquée de Christophe Sion. Christina, sa fille d'à peine 5 ans, est toujours privée de son père. Mais pour sa famille restée en France, le plus terrible reste à venir. Voilà 4 mois qu'Irina, l'officier de police, a repris l'affaire. Pour elle et pour ses hommes, il est temps de passer à l'action. Entre le mari qui disparaît, l'amant, l'argent qui est dilapidé sur les comptes, l'affaire prend une toute autre tournure. Dina devient suspect numéro 1. Dina est menottée, placée en garde à vue. Interrogée, la jeune femme ne change pas de version. Elle affirme ne rien savoir de plus concernant l'absence de son mari. Elle a continué à nous dire qu'elle avait de très bonnes relations avec Christophe et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. L'enquêtrice de la brigade criminelle élabore une stratégie. Pour faire craquer Dina, elle veut la mettre face à ses contradictions. Mais il n'y a rien à faire. À ce moment-là, Dina reparle encore du Luxembourg. Oui, il est parti en voyage, je ne sais pas pourquoi, il a disparu. Dina reste campée sur ses positions et tient tête à la policière russe. Dina refuse aussi d'expliquer pourquoi elle a retiré tant d'argent sur le compte de son mari. La police reste néanmoins persuadée qu'elle sait où il se trouve et que s'il lui est arrivé quelque chose, elle n'a probablement pas agi toute seule. La première personne à laquelle pensent les enquêteurs russes, c'est Olivier, son amant français. Lui aussi aurait pu souhaiter la disparition de Christophe. Interrogé à son tour, Olivier est rapidement mis hors de cause. Il a confirmé qu'ils avaient une relation et qu'ils se sont appelés plusieurs fois en août 2013. Mais vérification faite, il n'était pas en Russie au moment des faits. Impossible qu'Olivier, l'amant, soit ce fameux complice. 14 mois après leur première visite, les policiers retournent donc au domicile du couple en présence de Dina. Les enquêteurs reviennent et déploient des moyens plus importants. Et là, ils vont mener une perquisition très précise, très minutieuse. Ils vont retourner l'appartement, si je puis dire. Ils ont d'abord regardé dans la cuisine, ensuite dans la chambre. À ce moment-là, Dina gardait son sang-froid.
Mais quand ils ont commencé à inspecter le parquet à côté de la fenêtre, son visage a changé. En observant ses réactions, on a réussi à définir une zone de recherche. Et là, elle a commencé à s'énerver. Les recherches se concentrent dans le salon de l'appartement. Et là, les enquêteurs font une découverte capitale. Les fouilles vraiment sérieuses dans l'appartement ont montré qu'il y avait des traces de sang. Ça va être le moment clé de cette enquête, des traces de sang sur le plancher, des traces de sang assez importantes. Dans l'esprit de la policière, dans l'esprit d'Irina, la policière, la super flic, ces histoires de sang, ça commence à peser lourd sur Dina. Nous l'avons ramenée au poste et parallèlement, nous avons analysé ce sang. Le jour même, alors que Dina se trouve en garde à vue, le résultat du laboratoire tombe. Comme le craignait la police russe, la génétique est formelle. Nous avons établi que l'ADN prélevé dans ce sang correspondait à celui de Christophe Sion. Pourquoi y a-t-il du sang de son mari sur le sol de leur appartement? Quand on l'interroge, Dina campe une nouvelle fois sur ses positions. Questionnée par les policiers, elle se dit simplement inquiète, abandonnée par son mari avec son enfant, ne comprend pas ce que ce sang vient faire là. Et là, malgré l'insistance d'Irina, Dina ne lâche rien. Mais ce n'est pas tout. Pendant la fouille de l'appartement, les enquêteurs ont mis la main sur un autre indice. Pendant la perquisition, on a découvert dans un placard de la cuisine une carte SIM que visiblement Dina voulait dissimuler. Pourquoi la suspecte leur a-t-elle caché l'existence de cette deuxième carte SIM? Contiendrait-elle des informations compromettantes? Les policiers s'empressent de l'analyser. Grâce à cette puce, ils peuvent identifier ses appels et reconstituer ses déplacements. Ils ont constaté que durant cette période, Dina se déplaçait beaucoup, notamment en dehors de Saint-Pétersbourg. On se rend compte que le téléphone de Dina a bien émis après le 23 août et surtout dans la région de Pskov, qui est une région boisée à près de 300 km de Saint-Pétersbourg. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi Dina s'est-elle rendue dans ce secteur très isolé juste après que son mari se soit volatilisé? Et ce que je pense maintenant, c'est qu'elle y est partie dans le but de chercher un bon endroit. Évidemment, il y a une certaine inquiétude quand on se rend compte qu'elle est allée dans cette forêt reculée peu de temps après la disparition de Christophe. Les policiers russes l'ont bien compris, leur enquête est en train de s'emballer. Et si Dina avait repéré cette forêt dans le seul but de se débarrasser de son mari? En fait, les enquêteurs de Saint-Pétersbourg vont prendre attache avec les policiers locaux de cette région où il y a cette forêt et qui vont leur apprendre que peu de temps après la disparition de Christophe, un corps non identifié a été retrouvé dans cette forêt. Ce sont des chiens qui ont découvert un foyer avec les restes d'un corps humain. Tout était pratiquement calciné, à l'exception des prothèses dentaires. C'est un véritable coup de tonnerre. Dina Sissoeva est aussitôt placée en détention provisoire. Le temps pour les enquêteurs d'obtenir la confirmation de ce qu'ils redoutaient déjà. À ce moment-là, les policiers comparent l'ADN de Christophe qu'ils ont en leur possession avec l'ADN de ce corps totalement carbonisé et démembré qui a été retrouvé dans la forêt de Pskov.
On a comparé les codes génétiques et on a constaté qu'il s'agissait des restes de Christophe Sion. Christophe Sion est donc bien mort assassiné avant d'être démembré puis carbonisé. Et son épouse serait directement impliquée dans ce meurtre aux ingrédients effroyables. Après 17 mois d'angoisse, pour Barbara et pour Pierre, tout s'effondre brutalement. Ce que j'imagine, c'est plutôt ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas trop souffert. C'est ce que j'espère le plus. Parce qu'il n'est pas mort tout de suite, on l'apprend, qu'il n'a pas, en fonction de ce qu'ils ont retrouvé, qu'il n'est pas mort tout de suite. Comment nous avons réagi? Ce sont toujours des chocs. C'est la récidive du choc. Nous sommes de nouveau dedans. Nous sommes... Dans cette histoire, il y a des moments où nous sommes laminés à zéro. Un riche homme d'affaires qui disparaît, un crime d'une violence extrême. Alors que de terribles questions se bousculent, Barbara et Pierre ignorent que leur calvaire est loin d'être terminé. Saint-Pétersbourg, novembre 2014. Dina se trouve en détention depuis une semaine. La police russe, elle, s'interroge toujours. Quel est son rôle exact dans ce crime? A-t-elle, oui ou non, bénéficié de complicité? Les policiers savent que si elle n'est pas l'assassin, elle est au moins complice de cet assassinat et qu'elle a joué plus qu'un rôle dans le meurtre de Christophe. Elle ne pouvait pas se débarrasser du corps toute seule. Elle avait sûrement un complice sur lequel elle pouvait compter. Alors, qui pourrait bien être ce mystérieux complice? Une fois encore, c'est la fameuse deuxième carte téléphonique de Dina qui livre aux enquêteurs un nouvel élément. Sur la carte SIM saisie en perquisition, on a relevé un appel passé à Khabarovsk. On a alors découvert qu'il s'agissait du numéro du père de Dina. L'appel a été effectué juste après le meurtre supposé. Il nous fallait interroger le père car pour nous, il avait peut-être aidé sa fille à cacher le corps. Victor Sisseev, le père de Dina, est à son tour interpellé et placé en garde à vue. Il déclare qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Mais il confirme que sa fille l'a bien contacté à la fin du mois d'août 2013. Elle était, dit-il, totalement paniquée. Elle a raconté à son père que quelqu'un avait tué Christophe, qu'il l'a menacé elle et la petite Christina. Papa, viens vite nous aider, je ne sais pas quoi faire. On l'a interrogée à ce sujet et elle a commencé à nous donner des précisions. Oui, il y avait un cadavre, mais c'est Vassili qui a fait ça. Nous, on n'a rien à voir. Mais qui est donc ce Vassili? Et pourquoi cet homme aurait-il tué Christophe? Face aux policiers, Dina se fait plus précise. Vassili, dit-elle, était une relation d'affaires de son mari. Christophe lui devait de l'argent pour une histoire de trafic de meubles d'antiquité entre Paris et la Russie. Dina décrit Vassili comme un homme d'une cinquantaine d'années, mesurant 1m80, blond, une calvitie, fort, enfin, vraiment le mafieux russe typique. Et c'est pour ça qu'elle a appelé son père, qui est arrivé de Khabarovsk quelques jours plus tard. Dina et son père disent-ils la vérité à propos de ce mystérieux Vassili? Pour le savoir, la police décide d'organiser une confrontation entre deux dans l'appartement du couple. Il m'a expliqué que c'était Christophe et il m'a dit « C'est dans ton intérêt de garder le silence. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé.
Ne va pas voir la police si tu veux rester en vie et que rien n'arrive à ton enfant. C'est là, dit-elle, qu'elle aurait appelé Victor, son père, pour lui demander de l'aide. Mais il faudra plusieurs jours à celui-ci pour venir de Khabarovsk, en Extrême-Orient russe, à 8000 km de là. À son arrivée, le corps se trouve toujours dans l'appartement. On est entré avec Dina. Vassili se trouvait là. Le père de Dina aurait immédiatement reconnu son gendre. Il raconte ensuite avoir, sur ordre de Vassili, dissimulé le cadavre dans une malle. Après avoir descendu la malle, qu'avez-vous fait? Qui a conduit la voiture? Au départ, c'était Dina. Et après, je ne sais plus. J'ai dormi tout le trajet. Vous saviez où vous alliez? Non, je ne peux pas m'orienter ici. Et vous ne pouvez pas nous montrer l'endroit? Non. Le même jour, Irina Kolspinskaya, la chef d'enquête, se rend avec les 2 suspects dans la forêt. C'est ici, à 300 km de Saint-Pétersbourg, que la dépouille de Christophe Sion a été démembrée puis calcinée. Dina est sommée de raconter la scène. Quand la malle s'est enflammée, avez-vous vu dans quel état était le corps? Je ne suis pas sortie de la voiture. Tandis que la malle a pris feu, j'ai vu les jambes avalées par les flammes. J'essayais de ne pas trop regarder. Puis le brasier s'est consumé. Vous êtes parti après que la malle fut totalement calcinée? Oui. D'accord, merci. Il est 16h48, le 3 mars 2015. L'audition est terminée. Le lendemain, à Paris, c'est évidemment le choc. Barbara, la sœur de Christophe, et son mari, Pierre, découvrent les détails insoutenables de l'enquête menée en Russie. Et puis on apprend aussi, ce qui est terrible, c'est que pour aller dans le sordide, c'est qu'il faut savoir qu'il faisait chaud en été à ce moment-là et qu'elle a conservé 8 jours le corps dans l'appartement. C'est une horreur de plus. On ne va pas dire qu'à ce niveau-là, ça compte plus. Ça rajoute. Vous savez, c'est l'infini de l'horreur. Et l'infini, ça n'a pas de fin, comme son nom l'indique. L'infini n'a pas de fin. C'est très dur. C'est beaucoup trop dur. Les explications de Dina sont pourtant loin de satisfaire les policiers russes. Elle est incapable de livrer la moindre information qui permettrait d'identifier le fameux Vassili. On n'a pas envie de croire qu'une si belle et gentille fille ait tué son mari. Mais malgré de nombreuses recherches, les enquêteurs n'ont jamais trouvé trace de Vassili. A priori, Vassili n'existe pas et il n'est que le fruit de l'imagination de Dina. Et si ce Vassili n'était qu'une pure invention de Dina? Et si, en réalité, elle, et elle seule, était responsable de la mort de son mari? Elle qui semblait tellement en vouloir à Christophe. On a eu vent de disputes en examinant les échanges de Dina avec ses copines. Pour nous, son principal mobile était son dégoût pour Christophe. Tous ces messages remplis de haine à l'égard de Christophe. Elle a notamment envoyé un SMS à une de ses amies en disant qu'elle avait envie de le frapper derrière la tête, de l'empoisonner, qu'elle le détestait. Dina aurait-elle mis ses menaces à exécution? La police en est convaincue. Et cela n'aurait pas été sa seule motivation. Car des témoins la décrivent comme animée surtout par l'appât du gain. Elle a grandi
à Khabarovsk, dans une famille très pauvre. Depuis toute petite, Dina rêve de quitter ce trou perdu au fin fond de la Russie et de réussir ailleurs. Elle ne veut pas avoir la vie que ses parents ont menée. On en tire une conclusion comme quoi c'était l'argent qui l'attachait très étroitement à Christophe. Dina le rencontre. Elle, qui est un vautour en chasse, elle voit tout de suite le pigeon à plumer, qu'elle finira par démembrer. Pour les enquêteurs aussi, la thèse d'un meurtre crapuleux et prémédité se dessine. Ce crime lui aurait permis de faire main basse sur la fortune de son mari. Bien sûr, au bout d'un moment, Dina était déçue quand elle s'est rendue compte que Christophe était finalement peu dépensier. Avec le temps, Dina a compris que Christophe n'était probablement pas celui qu'elle cherchait. Il n'était pas tout jeune, pas aussi ambitieux qu'elle le désirait, et surtout, il était très économe. Le scénario du meurtre serait donc le suivant. Dina a d'abord expulsé Christophe du domicile conjugal, jusqu'à cette tragique journée d'août 2013, où tout aurait dérapé. Ce jour-là, elle l'a appelé. Nous l'avons constaté sur les relevés téléphoniques. Il est passé la voir et ils se sont disputés. Elle lui a asséné un coup mortel sur la tête. Puis elle a demandé à son père de la rejoindre afin de l'aider à dissimuler les traces du crime. Avec la complicité de son père, Dina se serait ensuite débarrassée du cadavre en forêt. C'est là qu'il sera découvert, dépecé et calciné. Pourtant, malgré la conviction des enquêteurs, Dina continue de nier, en bloc. Ce n'est pas elle qui a tué son mari, mais bien le fameux et mystérieux Vassili. Alors réussira-t-elle à convaincre la justice? Ce sera tout l'enjeu de son procès, fixé en 2016. Saint-Pétersbourg, le 15 avril. Un tribunal russe s'apprête à juger Dina Sissoeva pour le meurtre de Christophe Sion. Mais une mauvaise surprise attend la famille de la victime. En France, Victor, le père de Dina, aurait été renvoyé aux assises pour complicité de crime ou au moins recel de cadavres, destruction de preuves. Mais selon la loi russe, la complicité dans la dissimulation d'un crime par un membre de la famille n'est pas condamnable. Dina se retrouve donc seule dans le box des accusés. Et malgré les nombreux éléments qui mettent à mal sa version des faits, pas question pour la veuve de Christophe Sion de changer sa ligne de défense. Lors du procès, Dina, elle niait tout, même les faits évidents. Elle avoue seulement avoir participé à la dissimulation du cadavre parce qu'elle était menacée. Elle n'aura été que la victime de ce Vassili, complice forcée à agir de la sorte pour protéger sa vie et celle de sa fille. Cette stratégie de défense sera-t-elle payante? Après 3 jours de débat, la sentence tombe. Dina est condamnée à 14 ans de prison pour meurtre et détournement de fonds. La préméditation n'est pas retenue. Pour la famille de la victime, le compte n'y est pas. Et on retire systématiquement 3 ans aux mères qui sont condamnées. Ce qui fait que sa peine est réduite à 11 ans. Donc elle est condamnée à 11 ans de réclusion criminelle.
Le procureur avait demandé 20 ans. Et 20 ans me paraît quand même plus correct vu toute l'horreur. Mais je trouve que la vie de Christophe n'a pas été cher payée. Et pour Barbara et Pierre, il y a quelque chose d'encore plus inconcevable. Eux qui espéraient récupérer la petite Christina repartent seuls. Le tribunal russe en a décidé ainsi. Cette petite fille qui, contre toute attente, a été placée en garde avec sa grand-mère et son grand-père, donc son grand-père, qui a démembré et brûlé le corps de son père. C'est immonde. Ce n'est pas une justice. C'est vraiment lamentable. Barbara et Pierre n'ont plus désormais que ces seuls souvenirs auxquels se raccrocher. Les vidéos de Christina que Christophe leur envoyait de son vivant depuis la Russie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une photo? Voilà. Pour boire, voilà, je te prends en photo. Tac. C'est magnifique ce que tu fais. Fini. Tu as terminé? C'est parfait. Mais pour Pierre et Barbara, l'histoire continue et leur calvaire n'est pas terminé. Tiens, voilà une autre feuille. On dit merci. Khabarovsk en Russie, mai 2017. Voilà 3 ans qu'ils n'ont plus vu leur nièce. Pendant quelques heures, la justice locale les autorise cependant à profiter de Christina. À 8 ans, la fille unique de Christophe est sous la garde de ses grands-parents. Parce qu'elle vit avec, il ne faut pas l'oublier, avec ce grand-père qui a démembré, brûlé, transporté le corps de son papa. C'est innommable de pouvoir la laisser vivre dans des conditions pareilles. Le couple a parcouru 11 000 kilomètres depuis Paris. La scène vire au cauchemar, et pour cause. Victor, le père de Dina, celui qui a procédé au dépeçage, assiste aux retrouvailles. Avec le grand-père qui arrive tenant par la petite par la main, moi, je n'ai plus un mot, je suis plus capable de parler. Seule Christina compte. La petite est à côté de moi. C'est extraordinaire. Après, elle veut nous accompagner à l'avion. Et elle nous accompagne à l'avion. J'en parle avec émotion parce que ça fait vraiment mal et je sais que Christophe, là où il est, doit hurler de désespoir. Mais s'ils pensaient avoir vécu le pire, Barbara et Pierre n'en ont pas encore fini avec l'horreur. Ils vont assister, impuissants, à la médiatisation du meurtre de Christophe en Russie et devoir faire face à de terribles accusations en direct à la télévision. Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире. 13 avril 2018. Andrei Malakov est l'animateur télé le plus populaire de Russie. Son émission est entièrement consacrée au meurtre de l'homme d'affaires français. Aussi incroyable que cela puisse être, Dina est autorisée à s'exprimer face aux caméras depuis sa prison. C'est ma 2e année en prison et j'ai été condamnée à 11 ans. Je n'ai pas tué mon mari. Je n'avais aucune raison de le faire. Nous avons un enfant dont il est le père. Nous étions une famille normale. Alors que Dina crie à l'erreur judiciaire, son père Victor est présent sur le plateau.
Il assume avoir démembré le corps de son gendre, mais sur ordre, dit-il encore, du fameux Vassili. Ensemble, nous avons sorti le cadavre. Il m'a aidé à le faire parce que seul je ne pouvais pas. Quelqu'un s'acharne à détruire ma vie, mais aussi celle de ma fille. Ma fille qui se retrouve sans son père, mais aussi, maintenant, sans sa mère. Il faut faire une pause parce que je ne peux plus parler. Éteignez cette caméra, j'en peux plus. Faina Sissoeva, la mère de Dina, prend elle aussi la parole. Elle s'adresse directement à Barbara, la sœur de Christophe, et à son mari Pierre. Des propos surréalistes. La petite fille a besoin de sa mère qui lui manque. La famille française, elle, ne s'intéresse qu'à l'héritage. Ils m'ont pris ma fille et maintenant, ils veulent prendre ma petite fille. Une enfant franco-russe prise en tenaille dans un conflit d'héritage. Pour Barbara et Pierre, ces accusations résonnent comme une déclaration de guerre. Faina, la grand-mère, m'accuse de vouloir l'héritage de Christina. Ce sont des gens immondes. Ces monstres qui sont capables de tout, qui ne parlent que de fric. Christina ne les intéresse pas. Elle n'a été conçue que pour prendre du sale fric. Malheureusement, pour la sœur de Christophe et pour son mari, le plus douloureux reste encore à venir. Sur décision de la justice russe, Dina retrouve ses droits parentaux et elle compte bien les faire valoir. Ce qui veut dire qu'à sa sortie de prison en 2024 ou en 2025, elle va récupérer sa fille et l'héritage qui va avec. On ne peut même pas appeler ça une mère, sera libérée, on lui a restitué ses droits. C'est pas normal. On n'a pas le droit de faire ça. Malgré tout ce chagrin, Barbara et Pierre n'abandonneront jamais leur combat. Ils n'ont plus aujourd'hui qu'un seul but dans l'existence, adopter Christina. Barbara et Pierre tapent à la porte du sommet de l'État. Ils en appellent au président Macron. Ils ont écrit des lettres au président Poutine pour pouvoir récupérer la garde de cette petite fille. Nous n'avons pas de haine, parce que la haine est une passion triste qui nous mange de l'intérieur et qui mange nos forces. Nos forces, nous les réservons pour combattre les assassins. Il faut garder l'espoir, et on garde l'espoir. Et Christina pourrait devenir le symbole de l'amitié franco-russe. Quel n'est pas le plus beau symbole qu'une petite fille? Direction Bali, en Indonésie. Un jour d'août 2014, un chauffeur de taxi se gare paniqué sur le parking d'un commissariat. Sur sa banquette arrière, une valise laissée par un client. Le chauffeur est inquiet car du sang s'écoule de ce bagage oublié. Lorsque la police l'ouvre, c'est la stupéfaction. À l'intérieur se trouve le corps d'une femme blonde, visiblement battue à mort. Qui est-elle? Et comment son cadavre s'est-il retrouvé dans cette valise abandonnée? La réponse dans cette enquête inédite de Chronique criminelle. Sheila von Wismach est une femme très aisée. À la prestance aristocratique. Elle adorait découvrir de nouvelles cultures. C'était une vraie globe-trotteuse. C'était un rayon de soleil dans nos vies. Il ne s'est jamais rien produit de tel à Bali. Les circonstances de sa mort sont insoutenables. Après l'avoir battue à mort, on a mis son cadavre dans une valise. C'est à peine concevable.
totalement inhumain. Je n'arrive pas à croire que ma sœur ait été assassinée avec une telle sauvagerie. Je ne peux pas me représenter les dernières minutes d'une fin aussi atroce. L'économie de l'île repose en grande partie sur le tourisme. Ils ont déjà le cadavre d'une citoyenne américaine sur les bras. La pression est donc maximale. Je pense que c'est la brutalité de ce meurtre qui a entraîné une telle onde de choc international. Les autorités balinaises ont les yeux du monde entier braqués sur elle. Il faut absolument qu'ils arrêtent le tueur. Bienvenue à Bali, en Indonésie. Un petit coin de paradis, niché aux confins de l'océan Indien. Connu pour ses plages de rêve, ses volcans et ses récifs coralliens, c'est l'une des destinations touristiques les plus prisées de la planète. Mais en 2014, celle que l'on surnomme l'île des dieux va vivre une affaire qui va la plonger dans les ténèbres. Nous sommes le 12 août 2014. Un chauffeur de taxi arrive sur le parking d'un commissariat. Paniqué, l'homme demande aux policiers d'inspecter un bagage suspect laissé sur la banquette arrière de son véhicule. Il s'agit d'une grande valise rigide, de couleur grise. Elle n'est pas complètement fermée, mais elle a été enveloppée d'un drap. Et sur ce drap, de grandes taches de sang. Les policiers comprennent immédiatement que l'objet est très suspect. Ils déballent lentement le paquet, et là, c'est l'horreur. Ils découvrent dans la valise un corps à moitié nu. C'est une femme blonde couverte de sang. Elle a visiblement été battue à mort. Le cadavre recroquevillé, totalement difforme et couvert d'entailles profondes. Des blessures d'une violence inouïe qui ont causé une hémorragie fatale. Pas de doute, les policiers sont face à un meurtre d'une rare cruauté. Et les questions sont nombreuses. Qui est la victime? Et comment s'est-elle retrouvée dans cette valise? Le chauffeur explique qu'un jeune couple, hébergé dans un hôtel de luxe, lui a remis ce bagage en lui demandant de les attendre. Mais l'homme et la femme ne sont jamais revenus. C'est un hôtel 5 étoiles, où les plus belles chambres sont à 1 200 $ la nuit. La police comprend donc immédiatement que la victime est une touriste aisée. Les policiers se rendent à l'hôtel, où les employés identifient le corps comme étant celui de Sheila von Wismarck, une touriste américaine de 62 ans, arrivée sur l'île 8 jours plus tôt. À 16 000 km de là, aux États-Unis, la terrible nouvelle parvient aux proches de Sheila. Son frère Bill et sa sœur Debbie sont dévastés. Mon téléphone a sonné. C'était Paula, une amie de Sheila. Elle m'a demandé si j'étais bien assise et j'ai répondu que oui. J'ai commencé à frissonner avant même qu'elle m'annonce que Sheila avait été assassinée. C'était terrible, j'ai fondu en larmes. Je suis allée sur Internet et j'y ai vu des images de la valise tachée de sang. Je ne peux pas imaginer de pire façon d'apprendre la mort d'un proche. Sheila était si importante dans ma vie. En apprenant la nouvelle, j'étais en état de choc. On s'imagine toujours que ce genre de drame n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça vous tombe dessus, il est impossible de réaliser. Qui aurait pu en vouloir à Sheila au point de la tuer et de l'abandonner ainsi dans une valise? D'autant que d'après ses proches, elle n'avait pas d'ennemis. C'était plutôt une femme sans histoire qui vivait son rêve américain. Originaire de Chicago, Sheila est une mère de famille qui évolue dans la haute société. En 1995, elle épouse le célèbre compositeur et millionnaire James Mack. Ils allaient si bien ensemble. Ils partageaient la même passion pour la culture sous toutes ses formes. Ils aimaient la musique, les musées, le théâtre. Sheila et Jim organisaient souvent des dîners où ils conviaient tous leurs amis.
Sheila von Wismach était une femme très cultivée, à la prestance aristocratique. Une vraie femme du monde qui organisait de grandes fêtes dans sa demeure. Elle avait une véritable aura. À la mort de son mari, Sheila décide de parcourir le monde. Véritable globe-trotteuse, elle voyage aux 4 coins de la planète. En 2014, c'est à Bali qu'elle décide de poser ses valises, impatiente de découvrir cette île paradisiaque. Mais 8 jours seulement après son arrivée, son cadavre est découvert à l'arrière de ce taxi. Ça a été un véritable cauchemar. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à croire qu'ils aient pu mettre son cadavre à moitié nu dans une valise. Comment ont-ils pu faire ça? Et ce n'est pas tout. Les proches de Sheila apprennent qu'elle n'était pas seule à Bali. Elle était partie en vacances avec Heather, sa fille de 18 ans. Et l'adolescente n'a plus donné signe de vie depuis la découverte du cadavre de sa mère. Nous avons perdu Sheila, mais aussi notre nièce Heather. Ce sont 2 membres de la famille qui ont disparu. Venu passer du bon temps entre mère et fille, le voyage au paradis s'est transformé en enfer. La police s'interroge. Y a-t-il un lien entre le meurtre de Sheila et la disparition de sa fille? Heather est-elle toujours vivante? Et si oui, où peut-elle bien se trouver? Dès le début de l'enquête, les détectives ne cachent pas leur inquiétude, car au-delà de l'image idyllique de l'île, les voyageurs fortunés à Bali sont souvent la proie de gangs issus du crime organisé. Alors les 2 riches touristes ont-elles été la cible de ces dangereux criminels? Comme beaucoup d'îles indonésiennes, Bali est infestée par les gangs. Sans perdre de temps, la police interroge le chauffeur du taxi. Ils veulent obtenir tous les renseignements possibles sur l'identité du mystérieux couple ayant déposé la valise dans son véhicule. Le taxi explique aux enquêteurs que l'homme paraissait très jeune, à peine 20 ans. Il n'est pas sûr d'avoir bien compris, mais ce dernier lui avait promis de revenir quelques minutes plus tard. Mais il ne réapparaît pas. Sans éléments plus précis, et si, comme ils le pensent, le jeune homme appartient au crime organisé, les policiers savent qu'il sera très difficile de le localiser. En parallèle de l'enquête sur le meurtre de Sheila, les inspecteurs mettent les bouchées doubles pour retrouver sa fille, Heather. Son signalement est envoyé aux 4 coins de l'île, à tous les postes de police. Et le résultat ne se fait pas attendre. Ils reçoivent l'appel d'un hôtel situé à 11 km seulement de la résidence 5 étoiles où logeait Sheila. Un réceptionniste a reconnu la citoyenne américaine qui était recherchée par les autorités. Il explique aux policiers qu'Heather se trouve actuellement dans son hôtel. Mais surprise, la jeune femme n'est pas seule. Elle est en compagnie d'un homme. Quand le réceptionniste décrit l'individu, les enquêteurs comprennent avec stupeur que le portrait correspond en tout point à celui donné par le chauffeur de taxi sur le mystérieux voyageur ayant abandonné la valise. Heather est-elle en danger? A-t-elle été enlevée? La mère d'Heather est déjà morte. Pour la police, elle aussi est en danger de mort. 13 août 2014. La police balinaise arrive devant la chambre d'hôtel. Derrière cette porte, les agents s'attendent à trouver la jeune fille retenue contre son gré par un gang de criminels, le même qui serait responsable du meurtre de Sheila. Leur objectif, faire sortir Heather de cette chambre saine et sauve. Mais en entrant, ils vont découvrir une toute autre réalité. Les policiers s'attendent à une fusillade, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est un jeune couple endormi. Heather et l'homme mystère. En réalité, l'homme qui partage son lit n'est autre que son petit ami. Américain lui aussi, il a 21 ans et se nomme Tommy Schaefer. Immédiatement, les enquêteurs interrogent les 2 jeunes gens qui, apeurés, leur racontent l'épreuve terrifiante qu'ils viennent de traverser. Heather explique aux policiers que Tommy les a rejoints il y a quelques jours à Bali et que tous les 3 ont été attaqués par un gang. D'après leur récit, les voleurs ont tué Sheila de sang-froid.
Heather et Tommy, eux, sont parvenus à fuir l'attaque in extremis. Terrifiés, ils se sont réfugiés dans cet hôtel de peur d'être tués à leur tour. Ils ont cru mourir. Ensuite, traumatisés et complètement perdus, ils ont décidé de se terrer dans un petit hôtel pendant quelque temps. Le récit du jeune couple glace le sang des enquêteurs. Pour la police, il faut très vite mettre la main sur ce dangereux gang de criminels. Le lendemain du meurtre de Sheila, les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie. Il révèle des traumatismes au visage causés par des coups portés à l'aide d'un objet contondant. L'hémorragie provoquée a entraîné la mort par asphyxie. Il s'avère également qu'elle a lutté désespérément pour survivre aux coups de ses agresseurs. Il apparaît clairement qu'elle s'est débattue jusqu'au bout. Un de ses ongles est cassé et ses poignets présentent des ecchymoses. L'autopsie ne peut pas confirmer que le meurtre de Sheila est lié à une agression mafieuse. Mais ces résultats, révélés au grand public, vont choquer le monde entier. Je pense que c'est la brutalité de ce meurtre qui a entraîné une telle onde de choc international. Après l'avoir battu à mort, on a mis son cadavre dans une valise. C'est à peine concevable, totalement inhumain. Face au meurtre d'une citoyenne américaine en territoire étranger, les autorités consulaires exigent de la police locale des réponses dans les plus brefs délais. Ce n'est pas un simple meurtre, c'est une petite crise diplomatique. Les autorités balinaises ont les yeux du monde entier braqués sur elle. Il faut absolument qu'ils arrêtent le tueur. Sous la pression médiatique et diplomatique, les enquêteurs déploient les grands moyens pour résoudre cette affaire. Ils commencent par interroger le personnel et la clientèle de l'hôtel 5 étoiles dans l'espoir d'obtenir une description des assaillants de Sheila. Mais aucun indice, ni aucun témoin oculaire ne vient confirmer la possible présence d'un groupe de malfrats armés. C'est un gigantesque complexe hôtelier qui s'étend sur plus de 8 hectares. Il comprend des sentiers, des bosquets, une multitude d'endroits isolés où le meurtre aurait pu se produire à l'abri des regards. Les assassins de Sheila auraient pu, sans être aperçus par qui que ce soit, pénétrer dans la résidence, assassiner la riche touriste et ressortir tranquillement. À ce stade de l'enquête, il n'y a aucun suspect et le mystère du meurtre de Sheila reste entier. Mais alors que les policiers semblent être dans l'impasse, une nouvelle piste surprenante va relancer les investigations. C'est la gérante de l'hôtel qui va leur faire une révélation stupéfiante. La veille du meurtre, elle est témoin d'une altercation entre Sheila et sa fille Heather. À première vue, tout n'allait pas pour le mieux entre la mère et la fille. Sheila discutait avec la réceptionniste lorsque celle-ci l'a informé qu'une seconde chambre avait été payée avec sa carte bancaire. Lorsqu'elle a demandé à quel nom, l'employé lui a montré un passeport, celui de Tommy Schaefer. Sheila n'en revient pas, car normalement, Tommy, le petit ami d'Heather, était censé être à des milliers de kilomètres de là, à Chicago. Non seulement il est à Bali, mais en plus, c'est elle qui paie sa chambre. En colère, elle demande des explications à Heather. Sheila se tourne vers sa fille et lui dit « Ce petit voleur de Tommy Schaefer est ici ». Heather lui raconte alors une histoire rocambolesque en lui expliquant qu'il étudie à Bali. Mais sa mère ne la croit pas. Et les deux femmes se disputent bruyamment devant le personnel de l'hôtel. « Ne me parle pas comme ça devant tout le monde. C'est mon copain !» Ma sœur ne l'aimait pas. Elle ne voulait pas qu'Heather passe du temps avec Tommy et ses copains. Arrête! 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 Sheila trouvait que Tommy avait une très mauvaise influence sur sa fille. Et effectivement, elle avait de bonnes raisons de se méfier de lui. Retour aux États-Unis. C'était très triste. Toutes ces révélations interpellent les enquêteurs. Plus ils creusent la relation entre Sheila et sa fille, plus la complexité de leur rapport se fait évidente. Quant au petit ami d'Heather, il retient toute leur attention. En interrogeant le personnel de l'hôtel, la police découvre que le 12 au matin, Heather et Tommy Schaefer ont formulé une requête étrange. La réceptionniste explique aux enquêteurs que Tommy et Heather ont demandé l'ouverture du coffre loué par Sheila. Évidemment,
L'employé refuse et très vite, le ton monte. Sheila avait bien spécifié qu'elle ne souhaitait pas que sa fille et Tommy Sheffer aient accès à son coffre. Sheila von Wismach avait loué un coffre dans lequel elle gardait ses objets de valeur, dont son passeport, celui d'Heather, ses cartes de crédit et de l'argent liquide. Malgré les demandes insistantes du couple, la réceptionniste ne flanche pas. Heather et Tommy ressortent de l'hôtel les mains vides. Le personnel refuse donc de leur rendre leur passeport. Ils ne peuvent plus payer la chambre de Tommy et ils s'éclipsent donc par l'entrée de service. Le témoignage de la réceptionniste est confirmé par les caméras de surveillance à l'arrière de l'hôtel. Mais alors, si effectivement Heather et Tommy ont pris la fuite après le meurtre de Sheila, pourquoi n'ont-ils pas immédiatement prévenu la police? Et pourquoi se cacher dans un autre hôtel, à 11 km de là, plutôt que de chercher la protection des autorités locales? Pour trouver des réponses, les enquêteurs décident d'établir une chronologie des événements avant et après la supposée attaque du gang. Les policiers étudient les caméras de surveillance pour observer Heather pendant les heures précédant la mort de sa mère. Et ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Quelques minutes avant la querelle avec la réceptionniste, les images de surveillance montrent Tommy Sheffer traversant le hall de l'hôtel avec une grande valise. Une valise qui ressemble étrangement à celle dans laquelle le corps de Sheila est retrouvé 1 heure plus tard. En remontant encore un peu les enregistrements, ils font une nouvelle découverte intéressante. Car en visionnant ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt, ils découvrent l'impensable. Tommy et Heather plaçant la valise suspecte sur un chariot à bagages. On les voit se débattre avec une grande valise tachée de sang et refuser l'aide du personnel de l'hôtel. Il apparaît maintenant clairement qu'Heather et Tommy sont liés à la disparition de Sheila. Et ce n'est pas tout. Entre 8h30 et 9h, on aperçoit Tommy sortant de sa chambre d'hôtel. Sous ses vêtements, il semble dissimuler un mystérieux objet. De quoi s'agit-il? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs entament une fouille minutieuse de la chambre de Tommy Sheffer. Et ils tombent sur ce qui semble être l'arme du crime. Il s'agit d'une corbeille à fruits cassée qui pourrait avoir causé les blessures retrouvées sur le corps de Sheila. D'après les caméras de surveillance, Tommy aurait très bien pu utiliser cette corbeille à fruits pour frapper Sheila. Pour la police, il n'y a plus de doute. Tous ces indices mènent à une seule et même conclusion. Heather aurait prémédité le meurtre de sa propre mère avec l'aide de Tommy. Le 13 août 2014, la police arrête Heather Mack et Tommy Sheffer. Ils sont soupçonnés du meurtre de Sheila et d'avoir tenté de faire disparaître son corps. Mais en salle d'interrogatoire, les deux suspects se murent dans le silence. Aucun aveu, pas de remords apparent. Il reste de marbre. Très vite, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. C'est à la télévision que Debbie, la sœur de Sheila, découvre les images du jeune couple quelques heures après leur arrestation. Et comme beaucoup, elle est très choquée par le comportement de sa nièce. On la voyait souriante, habillée de manière décontractée. Elle n'avait pas l'air d'avoir le moindre remords. Je n'arrive toujours pas à y croire. Les enquêteurs ont maintenant 2 suspects et de nombreuses preuves accablantes. Mais il leur manque une pièce maîtresse du puzzle, le mobile du crime. Les policiers ne comprennent pas comment une adolescente peut ainsi décider de tuer sa propre mère de sang-froid.
Afin de comprendre pour quelles raisons Heather et Tommy auraient commis l'impensable, les policiers indonésiens font appel au FBI. Première information, d'après le registre national, seul Tommy a un casier judiciaire. En 2012, Tommy a plaidé coupable dans une affaire d'agression physique et possède toujours un casier pour possession de cannabis. Mais cela ne fait pas de lui un meurtrier potentiel. Les agents s'intéressent donc à Heather. Ils interrogent des proches de la famille pour essayer de comprendre ce qui aurait pu la pousser à tuer sa mère. Car d'après eux, Sheila n'avait Dieu que pour sa fille unique. Elle a été élevée dans un confort relativement privilégié. Elle n'a jamais manqué de rien. Ses parents lui ont toujours offert tout ce qu'elle voulait. Mais en se plongeant un peu plus dans le passé de la famille, les enquêteurs découvrent qu'Heather a fait de la vie de sa mère un véritable enfer. En grandissant, Heather a totalement rejeté l'autorité de Sheila. Elle disparaissait parfois pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Depuis la mort de son père, Heather est décrite par son entourage comme une jeune femme incontrôlable. Sheila aurait même à plusieurs reprises fait appel à la police. Elle appelle la police au moins une fois par mois. Au total, on dénombre plus de 80 incidents, allant d'une simple dispute à propos des devoirs ou de l'absentéisme scolaire, jusqu'à des agressions physiques entre mère et fille. Heather n'est pas qu'une simple adolescente rebelle. Elle présente aussi de graves troubles psychiatriques. Heather possède ce que l'on appelle une personnalité borderline. Elle est toujours au bord de la crise, en proie à de grandes colères. Heather entrait dans une rage folle à la moindre contrariété. Elle criait sur sa mère. Elle avait des colères noires qui faisaient très peur à Sheila. Elliot Jacobson, un ami de Sheila, a été témoin de nombreuses altercations entre la fille et la mère. Et il ne compte plus les mails de détresse reçus lors de ces crises. Cher Elliot, Heather a fait irruption dans ma chambre vers 2h30 du matin. Elle était dans une rage folle et a cassé plusieurs objets. Elle a notamment jeté mon téléphone contre la fenêtre. Ces crises se font de plus en plus fréquentes et elle ne semble pas les contrôler. Heather l'a poussée tellement fort qu'elle s'est cassé le bras en tombant. Elle subit des violences de plus en plus inquiétantes. Dans l'un de ses messages, elle évoque le pire. Elle craint qu'Heather ne la tue. Malgré ses abus répétés, Sheila ne coupe pas les ponts avec sa fille bien-aimée. Elle ne pouvait pas se résoudre à la mettre à la porte. Elle gardait l'espoir qu'Heather lui dise un jour « C'est fini maman, je vais changer ». Afin de recoller les morceaux, Sheila tente tout pour apaiser sa fille. Et c'est ainsi qu'en août 2014, elle décide de l'emmener passer des vacances paradisiaques à Bali. Elle espère que ce voyage, loin de Chicago, leur permettra de renouer le lien qui les unissait. Elle espérait tant renouer le contact. Ce séjour aurait pu être le nouveau départ dont elles avaient tant besoin. Mais comme les enquêteurs vont rapidement le découvrir, Heather, à ce moment-là, a déjà son projet machiavélique en tête. En témoignent des échanges SMS avec son petit ami Tommy. Avant de partir pour Bali, Tommy envoie un message à un ami dans lequel on apprend qu'Heather lui a demandé de trouver un tueur à gages pour assassiner sa mère. Elle est prête à payer 50 000 $. Pourquoi une telle haine vis-à-vis de sa mère? Pour les agents du FBI, il ne serait question que d'argent. Sheila von Wismach est une femme très aisée. Le mobile est évident. Si elle meurt, Heather hérite d'un très joli magot. Si sa mère venait à disparaître, Heather serait alors à la tête de la fortune familiale, estimée à 1,5 million $. Ce que Sheila ignorait, c'est que sa fille était prête à tout pour mettre la main sur cette somme.
Le 5 février 2015, à Bali. L'un des procès les plus médiatisés de l'histoire indonésienne est sur le point de s'ouvrir. Izer, en détention provisoire depuis 6 mois, est désormais sur le point d'accoucher de l'enfant de Tommy. Selon la loi balinaise, s'ils sont jugés coupables, les 2 jeunes accusés encourent la peine capitale. Le triste spectacle a attiré la curiosité du monde entier. Un meurtre barbare, un jeune couple à qui la vie souriait et dont la femme, enceinte, est menacée de peine de mort. Le monde entier va alors découvrir les détails les plus épouvantables du crime. Pendant les 37 minutes qui précèdent le crime, les 2 meurtriers, chacun dans leur chambre, échangent non-stop par texto. Tommy envoie notamment « Je vais la frapper ». Et Izer répond « On pourrait peut-être l'étouffer tous les 2 ». Finalement, comme il n'a presque plus de batterie, il envoie « J'arrive discrètement et je l'assomme. On dira qu'elle avait bu et qu'elle a glissé ». Finalement, Izer répond « Assomme-la d'abord, ce sera plus simple ». C'est le dernier message qu'ils échangent. Tommy Schaefer s'empare alors du premier objet qui lui tombe sous la main, une corbeille à fruits en métal. Il traverse discrètement le couloir et pénètre dans la chambre de Sheila. S'ensuit une brève lutte durant laquelle il va la frapper à plusieurs reprises au visage avec la corbeille à fruits. Un déferlement de violence. Face au coup frénétique du jeune homme, Sheila n'a aucune chance. Elle perd rapidement conscience et va mourir noyée dans son propre sang. Il devient alors impossible de maquiller la scène en suicide ou en accident. C'est une agression d'une violence inouïe. Izer et Tommy tentent ensuite de dissimuler le corps sans vie de Sheila dans une valise. Mais celle-ci est trop petite. Ils utilisent alors du scotch pour la fermer. Le couple charge la valise sur un chariot à bagages et traverse le hall de l'hôtel. Ils placent le bagage à l'arrière d'un taxi et vont réclamer le passeport d'Izer, toujours sous scellé, dans le coffre de Sheila. Je pense qu'à partir de cet instant, plus rien ne peut les sauver. Izer ne peut pas récupérer son passeport. Elle est donc bloquée dans un pays étranger, sans aucune échappatoire, avec le cadavre de sa mère dans une valise. Réalisant qu'ils sont pris au piège, ils se réfugient dans un autre hôtel, à 11 km de là. Ils y seront retrouvés par la police dès le lendemain. Le 21 avril 2015, au terme d'un procès de 2 mois, les juges indonésiens se préparent à rendre leur verdict. Les yeux du monde entier sont rivés sur Tommy et Izer, l'adolescente suspectée d'avoir assassiné sa propre mère. Il ne s'est jamais rien produit de tel à Bali. Des citoyens américains risquent le peloton d'exécution. C'est toute la justice indonésienne qui est scrutée par le monde entier. La tâche des jurés est rendue encore plus complexe par le fait qu'Izer est désormais la mère d'une petite Stella. En mars, Izer a accouché par césarienne d'une fille de 2,7 kg. Condamnés pour meurtre, ils ont pourtant la vie sauve. Les juges ont pris en compte leur jeune âge. Tommy Schaefer prend 18 ans de prison, comme requis par le procureur. Izer s'en sort avec 10 ans de réclusion. Izer Mak devrait être relâchée en 2025. Elle aura alors 29 ans. Son enfant pourra vivre avec elle en prison jusqu'à l'âge de 2 ans. Même si les assassins de Sheila sont aujourd'hui sous les verrous, le meurtre a cassé à tout jamais le lien familial. Rien ne pourra nous rendre Sheila. C'est complètement absurde. J'aimerais juste lui demander pourquoi. J'aimerais qu'elle me réponde face à face. Pourquoi as-tu fait ça? C'était ma sœur, ma meilleure amie. C'était un rayon de soleil dans nos vies. Et elle nous manque
énormément.